cam4.fr. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Alors il me semble que nous avons tous été plus ou moins victimes ou sauveurs. Alors peut-être pas persécuteurs parce que sinon je pense que vous n'écouteriez pas cette émission. En tout cas, rien de bien étonnant parce que ce fameux triangle sauveur, victime, persécuteur, il existe depuis que la société existe. Mais alors pourquoi on devient plutôt victime ou sauveur, voire persécuteur? C'est ce que va nous expliquer notre invitée Hélène Vecchiali, qui prépare actuellement un livre sur les sauveurs que moi personnellement j'attends avec impatience pour me sauver de mon rôle de sauveuse. Grâce à elle, vous pourrez mieux en comprendre les mécanismes et les raisons plus ou moins conscientes qui nous poussent à jouer tel ou tel autre rôle. Et puis ces 2 heures, ça devrait vous permettre d'atteindre une meilleure autonomie et de mieux vous respecter dans vos relations à autrui. Vous avez sûrement envie de réagir, de témoigner ou de poser des questions. Eh bien, je vous invite à nous rejoindre et pour ça, vous connaissez notre numéro, c'est le 0826 300 300. Bonjour Hélène Vecchiali. Bonjour Brigitte. Alors, on en parle beaucoup en psychologie, de ce fameux triangle de je sais plus qui. Karpman. Triangle de Karpman. Oui. Il existe réellement dans la société, j'ai l'impression. Il existe même dans le monde animal d'ailleurs. Oui, alors j'ai une formation. Je me suis formée à ce triangle de Karpman. C'est certainement une façon très intelligente de repérer les jeux psychologiques, mais je dirais que c'est souvent des jeux psychologiques ponctuels. Pour ma part, quand je parle des sauveurs, définitivement sauveurs, ou d'accord. Et moi, quand par exemple dans mon livre, je parle des sauveurs, je parle surtout des sauveurs qui sauvent une personne en particulier et qui sont dans cette logique-là. Donc le triangle de Karpman, c'est assez ponctuel. Par exemple, c'est dans une entreprise où on va avoir par exemple une femme qui reçoit un dossier de son patron et à partir de là, soit par exemple, elle va dire oh là là, mais je vais jamais y arriver. À ce moment-là, elle se met en position de victime. Un collègue arrive et lui dit, alors qu'elle n'a rien demandé, mais je vais t'aider, tu vas voir, ça va aller. Et à ce moment-là, le patron, c'est le persécuteur qui lui a donné... voilà. Et après, ça peut tourner. C'est-à-dire que spontanément, on peut penser qu'il y a d'abord un persécuteur qui fait une victime et ce qui entraîne un sauveur. Mais ça tourne. Ça peut être quelqu'un qui... Vous n'avez rien demandé, il y a quelqu'un qui vient vous sauver. Donc là, il vous met en position de victime. Et puis, il y a un persécuteur qui va débarquer, qui va en profiter pour vous attaquer. Voilà, tous ces jeux de rôle-là, les places sont interchangeables, mais c'est surtout assez ponctuel, quoi. Mais ça voudrait dire que dans la société, sans cesse, il y a ce jeu entre ces 3 rôles qui interagissent. Oui, non, c'est pas sans cesse. C'est seulement quand tout d'un coup, il y a une situation qui est un peu conflictuelle et un peu floue. Voilà. Mais autrement, non, heureusement, on peut vivre tout un tas de relations normales avec les gens. Mais c'est vrai qu'on peut avoir à l'idée qu'il y a ces jeux psychologiques-là et qu'il faut les comprendre. Moi, ce qui m'ennuie dans le triangle de Karpman, c'est à la fois, c'est vraiment une idée géniale, et elle est vraiment bien trouvée. En revanche, la solution, c'est le persécuteur, il faut qu'il comprenne qu'il ne doit pas embêter les gens. La victime, il faut qu'elle reprenne confiance en elle et qu'elle affirme sa position. Et le sauveur, qu'il soit aidant, mais pas sauveur. La solution, elle est très comportementale. La solution proposée, elle est très dans le comportement. Et pour ma part, c'est un défaut de mon ADN. Je me dis, ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi je persécute, pourquoi je sauve et pourquoi je suis victime. Et là, d'aller chercher plus profond dans notre histoire. En soi. En soi, voilà. Et dans notre histoire et dans nos blessures, voilà. Etc. Mais donc... Si je vous suis, ça voudrait dire quand même qu'on peut avoir une tendance à être plutôt l'un des 3. De par notre parcours. Spontanément, oui. Après, il y a des situations où, par exemple, moi, si je vois quelqu'un qui a une canne et qui veut traverser la rue et que c'est compliqué, je peux avoir tendance à aller le sauver. à aller le sauver alors qu'il n'a rien demandé. Oui, bien sûr. Voilà, et à d'autres moments, je pense qu'il y a
effectivement, spontanément, chacun a plutôt et si on est en tendance. retard, on peut avoir envie de bousculer quelqu'un pour passer devant lui, Mais puis, être donc persécuteur, bien sûr. Mais vous avez raison, peut-être que en dehors de toute personne autour de nous, on a peut-être plus souvent un des rôles qui nous convient le mieux. Voilà. C'est vrai que moi, j'aurais plus tendance à être sauveuse que victime ou persécutrice. Et puis vous avez des gens qui sont peut-être un peu plus sadiques et qui vont être plus souvent persécuteurs. Ou qui ont une personnalité un peu forte, qui fait qu'ils passent pour des persécuteurs, même s'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont comme ça. Et puis vous avez des personnes qui sont systématiquement victimes en disant « Ah ben moi, de toute façon, si j'y arriverai pas. Et puis si je veux chercher une place de parking, forcément j'en trouve pas. Et puis quand je fais la queue à une caisse, c'est forcément la caisse où il va y avoir un problème et la caisse va être coincée. Et puis j'ai la belle-mère la plus horrible de la planète, et puis mes enfants sont toujours malades. » Enfin, vous avez des gens qui sont sans arrêt dans une espèce d'hypo-narcissisme, qui sont toujours en train de se déprécier, dans la plainte. Voilà, c'est vrai que spontanément, on va être plus dans l'un de ces rôles, quoi. Mais après tout, si on souffre pas d'être dans un rôle, un des trois rôles, qu'importe, au fond. Je suis d'accord avec vous, sauf que, a priori, si on ne comprend pas trop comment on fonctionne, à un moment ou un autre, ça va coincer. C'est-à-dire que la personne qui sauve en permanence et qui ne sait pas qu'elle est dans cette logique-là, un jour ou l'autre, le duo va se transformer en duel. C'est-à-dire que tout d'un coup, le sauvé ou la sauvée va dire « Bon, mais ça va, lâche-moi les baskets, ça y est, je vais mieux. » Et le sauveur va se sentir humilié, non reconnu. C'est-à-dire que sur le plan comme ça, ponctuel, c'est pas grave d'être... voilà. Maintenant, si on est par exemple dans une relation d'amour, puisqu'on est quand même dans une émission où on parle beaucoup d'amour, si on est toujours dans le rôle de la victime ou toujours dans le rôle du sauveur ou du persécuteur, ça va coincer à un moment. On peut pas être heureux dans sa relation sur le long terme. Voilà, parce que c'est pas équilibré. Parce que c'est pas équilibré, il y a des positions dominant-dominé. Et à partir du moment où c'est pas une relation égalitaire, l'un ou l'autre va se retrouver en difficulté et sans comprendre ce qui se passe. Donc c'est vrai que d'une façon générale, c'est beaucoup mieux de comprendre qui on est, quel rôle on joue, ce qu'on vit et ce qui se passe avec l'autre pour que dans la durée, ça se passe mieux. Alors quand on préparait l'émission, vous avez dit une chose qui m'a un peu interpellée et qui me semble en effet assez juste. Quand on aime être sauveur, c'est quelque part parce qu'on cherche à être aimé ? Oui, je pense que... Ça veut dire donc qu'on est un peu fragile au fond. Oui. Enfin, en tout cas, qu'on est en recherche de plus d'amour. Oui, c'est qu'on est en recherche de plus d'amour. Et dans ma réflexion sur les sauveurs, je pense que la première des tragédies, donc mon livre s'appelle La tragédie des sauveurs, la première des tragédies, c'est que le sauveur s'est sauvé. Oui, vous voulez dire qu'il s'est sorti de sa blessure. Non, je veux dire, il s'est sauvé, ça veut dire que depuis qu'il est petit, il est tombé dans la marmite du sauvetage, parce que petit, peut-être sa maman était dépressive, peut-être son papa était en deuil, peut-être le petit frère était handicapé. Et donc il répète depuis l'enfance. Voilà. Donc depuis l'enfance, il s'est mis dans cette position de sauveur et il s'est sauvé, il s'est apporté de la joie, il s'est apporté de la tranquillité, de l'apaisement, etc. Donc pas définitivement, mais il sait. Ce qui fait que depuis tout petit, il a cru que son identité, c'était d'être sauveur et qu'il n'y a que comme ça qu'il pouvait être aimé. Et donc, à l'adolescence et à l'âge adulte, il va être dans cette logique-là de voilà, c'est ce que je sais faire, c'est ma mission sur Terre et il n'y a que comme ça que je pourrais être aimé, reconnu. Et à partir de là, il va y avoir un malentendu parce que ce qu'il va obtenir, c'est pas de l'amour, c'est de l'admiration, c'est de la reconnaissance, c'est du respect, mais c'est pas de l'amour tel qu'il le souhaiterait. Oui, et surtout, il risque de porter le poids de la relation sur ses épaules et il n'aura pas le droit d'être défaillant à un moment ou à un autre. Tout à fait. C'est finalement un lourd fardeau qu'il se met sur le dos. Oui, tout à fait. Oui. Eh bien, si vous êtes peut-être un peu sauveur, un peu victime, un peu persécuteur et que vous avez envie de comprendre pourquoi et peut-être d'en sortir de ce rôle qui est quand même un peu sclérosant, eh bien vous nous appelez sur Sud Radio. Je crois que c'est une sauveuse qui va prendre la parole dans un instant et qui s'appelle Marie. À tout de suite.
14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Hélène Vecchiali, psychanalyste, auteure de nombreux livres. Le dernier, Un zèbre sur le divan, c'est aux éditions Albin Michel. Mais aujourd'hui, on parle des sauveuses. Hein, Marie, bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Hélène. Bonjour Marie. Bonjour. Donc oui, moi effectivement, je suis tout à fait d'accord avec Hélène tout à l'heure dans l'introduction, c'est qu'en fait ce n'est pas que l'on aime sauver, c'est une nécessité, c'est quelque chose que l'on a en soi et c'est un peu une mission de vie. C'est que moi je suis effectivement très tournée vers l'autre et peut-être pas assez vers moi d'ailleurs, donc j'avais ce besoin de sauver, d'aider l'autre pour qu'il soit mieux, pour qu'il aille mieux et effectivement sûrement pour chercher de l'amour, chercher à être aimé effectivement. Et là, depuis quelque temps, j'ai bien compris qu'en fait, il ne faut pas être sauveur, mais aidant, et qu'il faut attendre surtout qu'on nous demande de l'aide avant d'en apporter. Parce que sinon, c'est soi-même qui en perd au passage. Oui, c'est ça. Et en fait, voilà, maintenant, c'est moi que j'essaie excusez-moi Marie, hein, vous êtes toujours avec nous, on vous coupe pas, mais c'est juste parce que je trouve intéressant. Est-ce que ce que dit Marie me fait penser, Hélène Vecchiali, qu'au fond, vouloir être sauveur, est-ce que c'est pas non, quelque part, finalement, avoir envie d'avoir un peu l'emprise sur l'autre, puisqu'il a besoin de nous, et du coup, Oui, c'est-à-dire que vraiment, le plus dépendant des deux n'est pas celui qu'on croit, quoi. C'est pas le sauvé qui est dépendant, c'est le sauveur, il est vraiment co-dépendant avec l'idée de si je suis en train de sauver, il va pas m'abandonner. Et puis, il y a une autre fonction qui est positive pour le sauveur, c'est que de fait, il est dans une espèce de fuite en avant. Pendant tout le temps où je m'occupe de l'autre, où je suis préoccupée par l'autre et où je le porte, eh bien, je me préoccupe pas de mes propres failles et de mes propres faiblesses et de ma difficulté. Et vraiment, ce que vous dites, Marie, est tout juste, complètement juste. C'est-à-dire que l'idéal, c'est pas de sauver, mais c'est d'aider. Et c'est complètement différent. C'est ça. Et effectivement, c'était pour moi aussi, oui, tout à fait, vous avez raison Hélène, c'est que quand on sauve quelqu'un, on s'occupe pas de soi, enfin c'est une façon de pas prendre le temps de s'occuper de soi et de se regarder soi en fait. Effectivement, il y a aussi l'effet miroir qui entre en ligne de compte. Et mais j'ai ça en moi et je m'intéresse beaucoup là, j'essaie d'avancer sur moi-même et donc j'utilise tous les outils qui peuvent m'aider à ça. De développement personnel, et, psychogénéalogie, etc. C'est que je pense que j'ai ça en moi et que je suis venue avec parce que ma maman a perdu son petit frère de 5 ans lorsqu'elle en avait 12 et je pense que elle a dû garder ce regret et cette culpabilité de ne pas avoir pu éviter ce qui s'est passé, un accident, et de n'avoir pas pu le sauver. Et voilà. Et moi, Vous voulez dire, elle était présente quand il y a eu l'accident qui lui a fait perdre son frère. Oui, elle était présente. Elle avait 12 ans, il en avait 5. Et je pense que ça a été, je sais que ça a été un traumatisme énorme et dont elle n'a pas pu guérir en fait. Et elle porte ça en elle, etc. Et elle vous l'a transmis d'une certaine manière. Et elle me l'a transmis, plus d'autres traumatismes, parce que j'ai une sœur aînée et avant ma sœur, il y a eu des triplés qui n'ont pas survécu. Donc il y a tout un tas de choses qui me viennent effectivement du transgénérationnel et que je porte en moi sans même en avoir conscience, etc. Ah bah si, puisque vous en parlez. Oui. Oui. Peut-être aussi, parce que c'est vraiment intéressant le transgénérationnel, mais et peut-être que vous êtes passé aussi à cette étape, mais ce qui se passe aussi, c'est que votre mère, dans ces conditions-là, devait avoir un tempérament certainement un peu ou dépressif ou mélancolique, et que vous vous êtes retrouvée à devoir être la parente de votre parent. C'est-à-dire qu'il y a le transgénérationnel, mais qu'est-ce que ça induit dans le comportement de votre mère vis-à-vis de vous, et qu'est-ce que ça vous a obligé à avoir comme position de sauveuse vis-à-vis de votre mère, parce qu'il y avait tout ce transgénérationnel, peut-être. Oui, tout à fait. Et puis parce que mon père était, il voulait dominer, donc elle était soumise. Effectivement, j'ai vécu des scènes, des choses
pas très sympathique étant enfant, et qu'effectivement j'ai pas pu sauver ma mère, et que que moi-même j'ai pas pu être sauvée non plus, pour certains traumatismes vécus dans la petite enfance. Oui. Et effectivement, mais tout ça, culpabilité de votre mère, je l'entends, mais en quoi vous seriez coupable, vous voyez, en tant qu'enfant, ne pas pouvoir sauver sa mère, on n'a pas à se sentir coupable. Donc c'est toujours ce rapport à la culpabilité. Moi j'ai vraiment le sentiment que la culpabilité, elle ne sert à rien, si ce n'est à nous pourrir la vie. Et très souvent, derrière la culpabilité, c'est un besoin de se donner une responsabilité. Moi, je pense que ce serait intéressant que vous alliez chercher plutôt votre mission de vie aujourd'hui, le sens que vous avez envie de donner à votre existence, plutôt que de continuer à porter cette culpabilité, il me semble. Oui, mais pour pouvoir se débarrasser de la culpabilité, c'est assez intéressant de comprendre d'où elle vient. Parce que, je crois que c'est ce que Marie est en train de faire. Voilà. Marie l'a compris, tout à fait. Je crois. Mais c'est vrai qu'un enfant, quand il a 12, 13 ans, 14 ans, 15 ans, et s'il se sent coupable, il n'est pas assez cortiqué pour dire la culpabilité, ça sert à rien. Il faut arriver à l'âge adulte, comprendre ce qui s'est passé, et une fois qu'on a compris d'où venait cette culpabilité et qu'elle était inadaptée, parce qu'un enfant ne peut pas sauver son parent, c'est à partir de là qu'on passe le cap, qu'on se détache de cette culpabilité et qu'on peut aller vers sa propre mission de vie qui n'a plus rien à voir avec le passé, quoi. Oui, vous avez raison. Oui, et je m'intéresse effectivement aussi à la numérologie, à connaître mon chemin de vie. Et en fait, le lien par rapport à ma maman, c'est que moi, j'ai porté aussi, j'essaie de m'en libérer, mais la culpabilité de n'avoir pas moi-même pu sauver mon frère, parce que j'ai aussi perdu mon frère quand j'avais 35 ans, il en avait 37. Il a mis fin à ses jours, en fait. Ça, c'est terrible pour ceux qui restent, oui. Voilà. Donc je vous parlais du transgénérationnel parce qu'il y a des choses qui se répètent. Voilà. Et j'ai porté cette culpabilité, de n'avoir pas pu aider mon frère qui était introverti, qui ne parlait pas et qui n'extériorisait pas ses sentiments et que j'ai pas pu aider, malheureusement. Alors moi, je me permets, mais excusez-moi, je vous le dis un peu durement, Marie, mais c'est pour vous aider. Au fond, en restant dans cette idée de culpabilité qui se répète, on l'entend bien, est-ce que c'est pas une façon aussi de rester victime ? Oui. Vous voyez, je pense que c'est vraiment important. Là, maintenant, vous avez compris, vous savez qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, quel sens vous donnez à votre vie et comment vous avancez pour vous, quoi. Je travaille sur ce sujet. Justement, je veux sortir du triangle de Cartman parce que j'ai voulu sauver mes compagnes. J'ai voulu en sauver 2. Là, j'ai avancé aussi grâce à vous parce qu'on s'était déjà parlé une première fois et ça m'a beaucoup aidé pour sortir de ce triangle de Cartman. C'est-à-dire que j'ai voulu la sauver de son état de victime avec son ex-compagne. Je l'ai sauvée d'une relation toxique avec une perverse narcissique et au final, je me suis rendu compte qu'elle était toxique aussi pour moi. Et je suis, de sauveur, je suis devenue victime et j'ai mis fin à la relation. Mais aujourd'hui j'avance et grâce aussi à vous, merci beaucoup Brigitte pour tout et merci pour vous Hélène aussi. Ça m'a beaucoup aidé, ça m'aide beaucoup de vous écouter. Et alors qu'est-ce que vous pourriez dire à Marie, Hélène, avant de conclure ? Je crois que c'est vraiment Marie, bravo, parce que vous avez vraiment analysé toutes les positions que vous avez été obligée de prendre. Et j'ai l'impression que vous êtes en train de vous dégager de tout ça et après avoir travaillé sur ce passé, trouver votre propre chemin et vous détacher, vous décoller du papier peint ancien et maintenant repeindre à votre façon. Merci beaucoup Marie, en tout cas. Marie. Merci à vous. On continue dans un instant avec vous au 0826 300 300. À tout de suite. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie ? 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Hélène Vecchiali, psychanalyste. Nous évoquons ces 3 personnalités dans ce triangle de Cartman. Et nous avons Séverine avec nous. Bonjour Séverine. Bonjour Brigitte, bonjour Hélène. Bonjour Séverine.
ravie de vous rejoindre. Merci à vous de témoigner. Alors, oui. Choisissez votre camp, Séverine. Alors moi j'ai navigué là-dedans aussi, et entre évidemment sauveuse, je pense sauveuse, et puis victime quoi. Voilà. Donc moi j'ai fait une relation toxique pendant, au départ on ne sait pas qu'elle est toxique, mais je suis restée 11 ans avec une personne et je naviguais là-dedans quoi. Voilà, c'était et puis je me faisais vraiment persécuter là pour le coup. J'étais dénigrée, voilà. Et puis mais vous vouliez le sauver? En fait, je pense au débj'ai une question justement par rapport à ça, parce que est-ce que quand on est est-ce que sauveur altruiste, en fait, c'est un peu le même profil? Pas tout à fait. Non, pas tout à fait. C'est-à-dire que altruiste, c'est vraiment aider de façon assez généreuse dans l'abnégation. Sauveur, il y a vraiment une démarche volontariste, à la limite, même si l'autre ne demande pas, quoi. C'est je m'engage corps et âme dans la vie de l'autre parce que je perçois ce qui va pas, puisque depuis que je suis petit, j'ai été habituée à percevoir ça, et donc je perçois ce qui va pas et je vais le sortir de là, quoi. C'est à la vie, à la mort. Tandis qu'altruiste, il y a un petit peu plus de distance, un petit peu plus de recul. Alors, je pense qu'il y a quelque chose quand même chez moi là-dedans, parce que en plus de ça, je me retrouve avec un compagnon qui est, vous voyez, souvent mes compagnons je crois ont eu des parcours un peu. Allô? Oui, il y a eu une coupure. Vous avez perdu, c'est pas grave, on vous retrouve. Le compagnon avec qui j'ai passé 11 ans, il me racontait une enfance terrible et tout, donc voilà, on se fait prendre un petit peu dans le jeu. Et puis, je pense qu'il fallait que je l'aide. Nous, on avait un métier en commun, et puis du coup, en gros, je m'étais portée un peu, volontaire pour l'aider. Donc, en fait, et puis en fin de compte, le plan professionnel est devenu privé, et puis après j'étais très isolée en fait. On est parti carrément très loin pour faire notre projet professionnel privé, et en fait complètement isolée. Et puis là, ça a commencé à dégénérer quoi, parce que en gros, fallait que je lui dise amen sur tout ce qu'il voulait, tout ce qu'il entreprenait. Et puis après, je me retrouvais vraiment dénigrée du style de toute façon sans moi t'es qu'une merde en gros. Et voilà, donc j'étais vraiment au plus mal. Hein, donc, voilà. Il faut dire que les sauveuses sont la proie idéale des pervers narcissiques. Hein. C'est vraiment la proie idéale. J'ai lu votre bouquin, du coup, après. Par la suite, j'en ai lu plusieurs, mais dont le vôtre, Comment mettre les pervers échec et mat. Oui. et c'était très, très aidant, quoi. Voilà. Mais c'est là où il faut quand même... je pense que vous êtes prévenue maintenant, Séverine, mais je le dis pour ceux qui nous écoutent. Il faut quand même se méfier de quelqu'un qui nous joue le grand numéro de l'enfant terriblement malheureux, etc., etc. Parce que là, ça sent quand même la personne toxique. Autant on peut. Connu, quoi. Oui, bien sûr. Non, mais je pense que maintenant. Il faut trop bien une première fois. Oui, voilà. On est bien d'accord. Vous êtes vacciné là maintenant. Autant on peut avoir envie de sauver quelqu'un qu'on sent un petit peu sensible, qui se cherche, etc. Bon, sans se mettre trop en danger, mais celui qui nous joue le grand numéro du pauvre garçon qui n'a pas eu de chance. C'est ça, la pauvre victime. Méfiance. Oui, et ça allume tout de suite un bouton chez l'autre, qui est souvent une femme. C'est la femme maternante, sauveuse, et qui va se précipiter pour l'aider. Et là, elle se retrouve prise dans les filets, quoi. Et vous en êtes où aujourd'hui, alors, Séverine? Moi, j'ai fini par le mettre dehors, mais j'ai été coachée par ma maman, parce que c'était très compliqué. J'étais tout le temps remise en question, mise en doute. Mais là, moi, ça fait 4 ans que je me suis séparée de lui, et puis ça va bien nettement mieux, quoi. Le nuage est passé. Oui. Mais c'est toujours difficile parce qu'on a, un enfant en commun, etc. Donc, il est toujours derrière moi, et il a déménagé pour venir s'installer la rue derrière chez moi, vous voyez. Ah oui. Donc, et par contre, moi, ce que je trouve très difficile quand on essaye de se débarrasser de quelqu'un comme ça, c'est qu'en fait, la répartie. Il faut avoir de la répartie, en fait, parce qu'ils ont toujours une longueur d'avance, ils vont toujours vous trouver une situation. Est-ce que c'est utile de lutter comme ça, Séverine? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux essayer d'être neutre, le plus neutre et le plus indifférent?
possible, Ouais, parce que c'est ça. vous pouvez pas gagner. Et puis Jamais. à quoi ça rime en plus de gagner, enfin, au fond. Oui, il n'y a rien à gagner, tout à fait. Ouais. Faut fuir, hein. Ça c'est vraiment Oui, tout à fait. la fuite Oui, bah, et le vide. C'est pas évident de Ouais. fuir, Non, hein. surtout si vous avez un enfant en commun, c'est compliqué. On a une... Tout à fait. Et voyez, maintenant, du coup, je suis plus, je repère un petit peu. Par contre, je pense que j'ai quand même une âme de sauveuse parce que, ou je sais pas, ou d'altruiste. Enfin, ma maman est une sauveuse, par contre, elle, donc peut-être qu'elle a des teints. Mais par contre, moi, voyez, j'aime bien, je me suis mis au magnétisme dans le but d'aider les gens. Voilà. Oui, non, mais je pense peut-être, Hélène Vecchiali, qu'il faut remettre un peu les choses en place. Moi, tous les jours, je fais une émission où j'essaye de sauver les gens. C'est pas, vous voyez, on est, enfin, avoir envie de transmettre ou d'aider ou etc. C'est être humaniste. Et je veux dire, mélangeons pas tout non plus. Oui, hein. mais je crois, Brigitte, que ce que vous faites, c'est d'aider les gens. C'est pas de les sauver. Vous avez l'espoir que ça va les sauver, mais vous les Je aidez. n'ai pas la prétention de sauver le monde. Voilà. Non. Vous les aidez. Vous les aidez énormément. Et en plus, ce sont les gens qui demandent, c'est-à-dire ils vous appellent pour être aidés. En revanche, vous n'allez pas dans les foyers de chaque personne qui vous écoute pour les obliger à sortir le meilleur d'eux-mêmes et à les sauver. Voilà. Donc vous êtes une excellente aidante. Merci, c'est gentil, mais Séverine, quand elle travaille, enfin vous faites du magnétisme, je suppose que vous vous faites payer, vous aidez les gens à aller mieux. Non, je le fais pas. Voilà, c'est du loisir, mais c'est vrai qu'il y a un petit truc qui se dit, des fois je le propose même, vous voyez, je dis, si tu vas pas bien, moi je peux t'aider dans quelque chose, mais après ça, il y a la limite, quoi. Il y a un cadre qui est posé en fait. C'est pas. Oui, alors c'est pas des gens avec qui je relationne. Faites attention de ne pas trop l'imposer à celui qui. Faut que de l'autre côté on ait vraiment envie d'être magnétisé. Et puis vous pouvez peut-être à chaque fois, ça sera difficile pour vous, mais ça peut être une belle école pour vous apprendre à être vous. À chaque fois, vous pouvez dire. Donne-moi juste un petit truc en échange. Oui. Vous voyez, ça peut être n'importe quoi, une petite bricole, pour bien que ce soit donnant-donnant. Vraiment, c'est intéressant ce que vous dites, Brigitte, parce que je pense que une des actions du sauveur qui pourrait être suspecte, il ne le fait pas pour ça, parce que c'est spontané, mais le sauveur met l'autre dans une dette terrible qui est irremboursable. À partir du moment où vous sauvez la vie de quelqu'un, et même s'il s'est sauvé, s'il y arrive, il n'arrive pas à sauver définitivement si l'autre y met pas du sien. Hein. Mais à partir du moment où vous sauvez la vie de quelqu'un, eh bien, il y a une dette qui est irremboursable. C'est-à-dire comment on peut rembourser une vie sauvée ? Il n'y a rien qui peut le rembourser. Donc, à partir du moment où le sauvé est en dette, eh bien, c'est vraiment une relation qui est malsaine, même si c'est pas ce qui est au départ, même si les sauveurs sont des belles personnes, même s'ils font ça avec conviction et qu'ils y arrivent beaucoup, eh bien, l'autre se retrouve dans une dette. Et qu'est-ce qu'il fait de cette dette, quoi ? C'est terrible. Donc, pareil pour le magnétisme. Je pense que Brigitte a une belle réaction à vous proposer. C'est si vous faites ça et que l'autre vous donne rien, alors vous sauvez pas la vie, mais quand même vous donnez quelque chose de très important. Et donc de proposer un troc, je trouve que c'est pas mal. Ça peut être une boîte de chocolat, ça peut être un dessin, ça peut être une fleur, j'en sais rien. Mais c'est vrai que le fait de mettre l'autre en dette, eh bien, c'est compliqué pour l'autre, mais c'est compliqué pour vous parce que ça va vous revenir en boomerang de façon négative. Et Séverine, je conclurai juste en disant qu'hier soir, j'ai magnétisé quelqu'un. Il a voulu en échange me donner une bougie. Et ben, je l'ai prise et j'ai trouvé que c'était bien comme échange, justement. C'était pas grand-chose, mais c'est un échange qui est nécessaire, je crois. Merci beaucoup, Séverine, en tout cas. Merci, Séverine. On continue avec Joël qui va répondre à 3 questions intimes. Bonjour, Joël. Bonjour, Brigitte. Bonjour, Hélène. Bonjour. Alors, première question. À quel endroit, à part le lit, vous aimeriez faire l'amour ? J'aime le faire partout ailleurs. Précisément, précisément les lieux en général les plus incongrus. J'aime bien en extérieur et j'aime bien la nature. Dans la nature, mais où alors ? La mer, la forêt, la montagne, la campagne ? Comme on dit, les deux mon commandant, avec une petite préférence pour la forêt. Dans la forêt, oh là là, c'est pas confortable, hein ? Oui, ce que j'allais dire. Oui, mais on s'adapte.
Ouais, remarquez, ouais. en automne, s'il y a beaucoup de feuilles, Voilà. Oui, ça peut être deux. Dans la neige aussi, c'est un petit peu savoureux. Oui, mais si on arrive avec sa couette, avec son édredon et tout ça, ça peut être pas mal. En général, on a quelque chose sur les épaules, on peut l'enlever pour le mettre au sol. bon, très bien. Deuxième question, est-ce que vous êtes tenté par le polyamour? Oui, tenté pour l'avoir expérimenté. D'accord, vous avez donc été polyamoureux. Oui. Vous l'êtes aujourd'hui, non? Je le suis toujours un peu et j'ai partagé ça avec une compagne qui a fait son chemin dans le polyamour avec moi et après elle a trouvé son amour. D'accord. Comme je disais dans un sketch que je faisais sur scène, avec la crainte de devoir un jour m'en aller sur la pointe du cœur, et ce que j'ai fait parce qu'elle avait 20 ans de moins que moi. D'accord. En tout cas, vous avez expérimenté. Et dernière question, quelle est dans le corps de la femme la partie que vous préférez? J'ai bien dit dans le corps parce que sinon on me répond les yeux. Celle que je préfère, c'est, je pense, celle que je regarde. Oui. Et c'est la chute de rein et les fesses, c'est celle qui me parle le plus quand je regarde une femme. À mon avis, la levrette doit être votre position favorite, mais là, je ne fais qu'interpréter. Hein. C'est une interprétation qui est trop étroite. Joël, vous pouvez poser une question à Hélène Vecchiali. Allez-y. Bonjour Hélène. Donc, Bonjour Joël. J'ai une petite question par rapport au sauveur, parce que j'en connais un très bien, c'est moi. Il revient en courant fréquemment. J'aurais aimé avoir votre avis. J'ai une amie qui aussi est dans le travail d'accompagnement psychiatrique et oui, c'est ça, qui m'a dit que j'avais peut-être trouvé une place pour le sauveur dans l'accompagnement de l'intime, l'accompagnement sexuel que j'exerce avec des personnes qui ont un handicap, qui, elles, en échange, me donnent une somme correspondant au moment que nous passons ensemble. Est-ce qu'à votre avis, c'est un endroit où je range un peu mon sauveur? Oh, sûrement, parce que c'est des personnes qui sont dans une misère sexuelle très grande et que là, c'est un vrai acte de sauveur. C'est bien que vous demandiez quelque chose en échange. C'est vraiment bien parce que ça vous permet d'être à cheval sur sauveur et aidant et d'être pas uniquement dans le côté sauveur. Donc oui, je trouve que c'est positif. D'accord, oui, ça me permet de trouver du sens à l'échange, parce qu'il y a une forme d'échange, effectivement, entre cet acte d'accompagnement et celui je dirais, de monétiser la demande. Oui, c'est important. Mmh. En fait, le troc, ça existe depuis la nuit des temps et ça a du sens. Hein. Oui. Nous osons le dire. Hein. Oui. Et ça leur, le fait qu'ils payent d'une façon ou d'une autre, hein, ça leur rend leur dignité. Oui, j'entends bien ça. C'est comme si elles reprenaient la propriété de leur vie. Voilà, ce ne sont pas des victimes, quoi. Ce sont des gens qui font un troc avec vous et tout le monde y est gagnant. Absolument. Merci Joël de cette confidence intime que vous nous avez confiée. Merci Joël. On fait une petite pause, on continue avec vous au 0826 300 300 si vous avez envie de témoigner, de poser des questions à Hélène Vecchiali, on vous attend. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. On est avec Hélène Vecchiali, psychanalyse, qui est là pour tous nous sauver. Et si vous avez envie d'être sauvé, vous nous appelez au 0826 300 300. Bonjour Roxane. Bonjour Brigitte, bonjour Hélène. Bonjour Roxane. Alors moi, j'ai pas besoin d'être sauvée, je me suis sauvée toute seule, si je peux le dire. Ça c'est bien. Oui, ça a été très très long et très très dur. Mais j'ai été dans une relation à trois où j'ai pensé longtemps que c'était ma rivale qui manipulait mon compagnon et moi-même quelque part. Oui. Et avec beaucoup de recul et beaucoup de remise en question, je me suis rendu compte qu'en fait, non, c'était mon mari qui était qui manipulait tout le monde, quoi, tout simplement. Oui.
Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est de comprendre pourquoi, sachant qu'il avait donc une maîtresse, vous acceptez la situation et vous restez. Alors, moi, si j'ai accepté, c'est parce que je venais d'avoir un enfant avec lui. Et que quelques mois, ma fille avait quelques mois quand cette jeune fille s'est présentée en me disant voilà, je suis avec ton mari depuis quelques mois et je veux ta place. Et bon. Donc ça après, a commencé pendant que vous étiez enceinte. Oui, voilà, grosso modo, oui. Mmh. Donc j'ai pas voulu partir tout de suite parce que je venais d'avoir un enfant et que je ne voyais pas ma vie comme ça avec mon enfant, en fait. Oui, non, mais attendez, on comprend tout à fait. Hein. C'est juste parce que on pourrait dire à ce moment-là que vous avez choisi de rester dans le rôle de la victime. Accepté, bien sûr, oui, totalement. Oui, je me suis victimisée volontairement pendant des années, oui. Oui, alors volontairement, je ne dirais pas ça. Je pense que vous vous a obligé. Oui, voilà, quelque part, voilà, je me suis victimisée, mais c'était pas volontaire, c'était parce que je pensais qu'il n'y avait pas d'autre solution. Non, je ne pense pas qu'on puisse dire que vous vous êtes victimisée. Vous vous êtes retrouvée dans le rôle de la victime, voilà. et vous y êtes restée parce que quelque part, vous n'aviez pas le choix, ou en tout cas vous n'aviez pas la conscience d'être dans ce rôle-là qui vous faisait souffrir. Oui, c'est mieux comme ça, oui, c'est vrai. Oui, soyez plus indulgente avec vous-même, Roxane, quand même. Oui, c'est vrai, mais j'ai encore un petit peu de mal. Mais effectivement, oui, c'est plutôt ça, oui. Et est-ce que votre mari vous promettait que ça allait changer ? Oui, enfin, il ne me promettait pas que ça allait changer, il me promettait qu'il allait la quitter. Oui, voilà, je pense qu'il y a ça aussi, voilà. C'est que vous aviez l'espoir que ça redevienne comme avant. On vous a maintenu dans cet espoir-là aussi. Donc, oui, et puis, moi, j'ai essayé aussi de sauver mon couple, mais j'ai voulu le faire toute seule, en fait. C'est là où je me suis trompée. Et j'ai essayé de sauver mon couple en essayant énormément de choses, mais toute seule. Je pense, si je peux me permettre, Roxane, c'est que vous étiez dans le déni, puisque vous ne vouliez pas comprendre que en fait c'était votre mari qui vous manipulait, et qui manipulait certainement aussi la maîtresse en disant qu'il allait vous quitter, pour garder cette position certainement très, très agréable pour lui. Et donc vous étiez dans le déni, et quelque part, tant qu'on est dans le déni, malheureusement, on ne peut pas avancer. C'est exactement ça. Et j'ai avancé tout doucement, vraiment tout doucement, parce que ça a quand même duré 4 ans et demi. Et c'est là où j'ai un petit peu honte quand même de me dire que pendant 4 ans et demi, je me suis infligé ça, et j'ai infligé ça à ma fille. Et bon, maintenant c'est un peu plus derrière, et il y a quand même une pointe de me dire que ça a été quand même trop long. Oui, mais vous aviez l'espoir que ça s'arrange, vous aviez accouché, un enfant petit, l'espoir que ça s'arrange pour vous, pour elle. Lui qui vous manipulait en disant mais non, mais je vais la quitter, etc. Enfin, il y a quand même tout un contexte qui a fait que vous aviez ni l'énergie, ni la volonté, et qu'en permanence, il vous caressait dans le sens du poil, donc c'est compliqué. Oui. Et puis moi, je vais vous dire une chose importante, Roxane. Vous avez attendu 4 ans, mais c'est bien, parce qu'au moins, vous êtes sûr d'avoir pris la bonne décision. Vous seriez parti tout de suite avec un bébé dans les bras. Vous auriez peut-être aujourd'hui l'impression que vous êtes peut-être passé à côté de votre couple, etc. Là, vous avez fait ce qu'il fallait pour essayer de sauver quelque chose qui est important. C'est quand même important, un couple avec un enfant. Oui. Et donc, vous avez payé le prix de ne pas avoir de regrets ni de culpabilité. Et donc, je ne pense pas qu'il faut que vous ayez honte. Je pense au contraire qu'il faut que vous soyez fiers d'avoir eu ce courage d'essayer pendant 4 ans de sauver un couple pour vous et pour votre fille. Oui, parce qu'à l'heure actuelle, on en parle avec ma fille, parce qu'elle me pose des questions, et j'ai toujours été honnête avec elle. Parce qu'elle est, malheureusement, les dommages collatéraux, tout ça, c'est que c'est maintenant cette jeune fille qui a pris ma place, c'est la belle-mère de ma fille, et ça se passe très très mal. Depuis 15 ans, ça se passe très 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 mal. Parce que je pense que justement, cette personne, elle déteste forcément, elle déteste votre fille qui a été peut-être l'obstacle à son couple actuel. Ils ont eu des enfants tous les deux, votre mari ? Oui.
Oui, il n'y a pas longtemps, justement. Ça devrait l'apaiser un peu, non? Alors, c'est ce que je pensais, en fait, c'est pire. Ah oui. Parce que justement, elle fait une différence. Oui. Ouais, ça s'est très très mal passé. Alors ma fille a été très très heureuse d'être une grande sœur, ce qu'elle n'espérait plus. Et elle a pensé justement, elle a vu sa belle-mère pleurer, avoir des difficultés, et ça l'a un peu humanisée. Mais ça n'a pas duré longtemps. 2 mois après, elle s'en est prise violemment à ma fille en lui disant que si elle n'avait pas de lait, c'était la faute de ma fille. Si elle n'arrivait pas à dormir, c'était la faute de ma fille. Et puis bon, ma fille est arrivée dans un état... Elle a quel âge, votre fille, aujourd'hui? Maintenant, elle a 15 ans. 15 ans. Est-ce que c'est toujours vous... très compliqué. Est-ce que c'est vous qui avez quitté votre mari? Oui. Oui, ben je pense que c'est ça. C'est-à-dire que cette femme, elle sait qu'elle est là par défaut. Il ne l'a pas choisie. Il l'a pas choisi. Et il est avec elle parce que vous êtes partis. Et ça, c'est terrible parce que à vie... Elle n'aura pas été choisie, et à vie, elle vous en voudra. Elle en voudra votre fille, elle en voudra la terre entière, parce que cet homme-là l'a pas choisi. Et donc elle pense qu'elle a récupéré des miettes et que c'est terrible. Sauf que il faudrait qu'elle se questionne là-dessus, quoi. Elle peut pas. Ce qui est pire, vous avez raison, Hélène Vecchiali, c'est très important ce que vous dit Hélène, Roxane. Et en plus, votre fille a été un vrai enfant de l'amour. Je pense que l'enfant qu'elle a eu, c'est un enfant qu'elle a fait pour elle, mais c'est pas un vrai enfant de l'amour, peut-être. Oui, effectivement, je l'avais jamais vu comme ça. Donc c'est insupportable pour elle parce que c'est irrémédiable. Elle ne pourra plus jamais être choisie pour elle, et pas parce que elle a les miettes, quoi. Et quelque part, elle a fait son enfant pour elle. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir pitié d'elle. Hein, mais... Non, mais j'aurais jamais pitié d'elle. J'ai surtout pitié du comportement qu'elle peut avoir avec ma fille, parce que maintenant, ça commence à être très très long. Je n'ai jamais voulu aller la voir pour lui demander d'être sympa avec ma fille, parce que ma fille le mérite. Rien, mais ça servirait à rien. Et puis, j'ai pas eu le courage d'aller l'affronter, parce que bon, voilà, il s'en était tellement passé que je dis, moi, je suis très bien dans ma vie. Personnellement, je suis très très bien avec ma fille, donc c'est ce qui m'importait en fait. J'ai gagné ma sérénité, j'ai récupéré ma... Mais vous savez, Roxane, votre fille, bon, elle a traversé quelque chose de compliqué, mais elle va peut-être en faire quelque chose. Elle démarre dans sa vie de jeune fille avec une compréhension de ce qu'est la nature humaine, avec toute sa complexité, sa perversité, et ça la rendra peut-être plus forte, surtout que visiblement, vous avez une très très belle entente. Elle peut compter sur sa mère, et son père a l'air de l'aimer malgré tout ce problème de belle-mère. Oui, et après, peut-être son bien. Papa ne s'en occupe pas de sa fille. Et il la prend un jour par mois quand il est dispo, mais voilà, il a fait le choix de sa femme plutôt que sa fille. Il évite peut-être les difficultés. Oui, c'est exactement ça. Il y a une grosse lâcheté. Hein. Je pense que ça sera important de dire à votre fille qu'en fait, sa belle-mère ne lui en veut pas à elle. Elle serait un garçon, elle s'appellerait n'importe quel prénom, elle serait grande, rousse, petite, maigre. C'est pas elle que sa belle-mère déteste, c'est ce qu'elle représente, c'est-à-dire le fruit d'un vrai amour et le fruit d'une relation choisie, alors qu'elle-même n'est pas choisie et que l'enfant qu'elle a porté n'est pas choisi non plus. Donc je crois que c'est bien d'expliquer à votre fille que c'est pas elle en tant que sujet qui est un problème, c'est elle en tant qu'objet d'amour, et c'est insupportable, quoi. Écoutez, je crois, Roxane, que tout ce qu'on vous a dit, ça peut vraiment vous aider. Si vous avez besoin, vous pouvez toujours réécouter en podcast, parce que c'est vrai que vous serez peut-être plus à même de donner des explications plus sereines à votre fille. Et je pense que c'est parce que j'entends bien que c'est ça qui vous traverse le plus en ce moment. Merci Roxane. Merci Roxane. Avant les infos, vous n'échapperez pas à la petite devinette du jour, Hélène Vecchiali. Je suis nulle. Quelle similitude entre une femme et un ascenseur? Vous avez le temps des infos pour trouver la réponse. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
En compagnie de Hélène Vecchiali, psychanalyste, auteur de nombreux livres. Le dernier, Un zèbre sur le divan, c'est aux éditions Albin Michel, où vous parlez des hauts potentiels et de leurs difficultés justement en amour, et qui ont parfois besoin d'être sauvés d'ailleurs, par exemple. Oui. Certains. Et pas donc tous. Aujourd'hui, on parle de ce fameux triangle de Karpman, sauveur, victime, persécuteur. Et si vous avez choisi votre camp, vous pouvez témoigner. Si vous avez des questions à poser, vous nous appelez au 0826 300 300. La petite réponse à ma devinette. Quelle similitude entre une femme et un ascenseur? Ça va, ça vient. C'est pas mal, c'est pas mal. En tout cas, dans les deux cas, tu mets ton doigt où t'habites. Oh. J'ai fait... Brigitte. Bah oui, tu mets ton doigt où tu habites. Oui, voilà. Enfin voilà, tout le monde a compris, j'espère. Bonjour Lisa. Bonjour Brigitte, bonjour Hélène. Bonjour Lisa. Eh bien, je suis une sauveuse aidante. Et pour arranger le tout, je suis un zèbre. Hypersensible. Bon, ben voilà, un beau portrait. Un beau portrait. Donc, on va dire, dans ma vie, j'ai été tour à tour sauveuse aidante, bourreau, je dirais, bourreau de moi-même. Et ensuite, je suis devenue victime dans mon mariage. Et en fait, j'ai épousé les dernières années de vie commune avec mon ami. J'ai épousé la copie conforme de ma mère, qui est une perverse narcissique. Et j'ai mis 57 ans à comprendre ce qu'elle est réellement. Donc j'ai grandi dans les mensonges, les critiques, les jugements, les reproches, enfin bon. Tout un tas de choses qui ont fait que ma vision des gens était complètement déformée. Et du coup, le jour où j'ai posé mes yeux sur ce jeune homme que j'ai connu au lycée, inconsciemment, bien sûr, j'ai cru le sauver par mon amour. Oui. Voilà. 2 magnifiques enfants en sont nés de cet amour. Et sauf que je ne me rendais pas compte que j'étais même bourreau de moi-même parce que je me faisais du mal. Je ne me rendais pas compte que j'avais affaire, mais bon, je l'ai su bien plus tard, que j'avais affaire à un pervers narcissique. Oui. Voilà. Mais bon... Alors, j'imagine que vous avez fait un travail pour arriver aujourd'hui à pouvoir parler très, très objectivement de tout ça. Tout à fait. J'écoute aussi beaucoup vos émissions, Brigitte, et je vous en remercie encore parce que vous ne savez pas le nombre de personnes que vous aidez par votre gentillesse. Il y a eu des fois, j'ai déjà participé à vos émissions, le fait de me renvoyer un petit peu dans mes derniers retranchements, c'est vrai que ça ouvre les yeux aussi. J'ai beaucoup lu de livres, je ne lis que des bouquins de développement personnel, donc j'ai hâte de lire les livres d'Hélène. En tout cas, celui de Sauveur, je pense, va faire du bien. C'est un long travail, c'est un combat de tous les jours, parce que quand on a eu ce genre de vie, après, on est très méfiant, c'est très difficile. Vous voyez, je suis à une époque où j'ai envie de refaire ma vie, mais je me dis, est-ce que je vais tomber sur un persécuteur? Est-ce que je vais jouer la sauveuse? Voilà. Mais bon. Je pense qu'à partir du moment où vous avez conscience de tout ça, faites confiance à votre corps. C'est-à-dire que en présence de l'autre, même si c'est rien passé de concret, mais à un dîner ou des échanges téléphoniques, faites confiance à votre corps, parce que lui, il a entendu déjà tout votre travail. Il a déjà perçu toutes les évolutions et toutes les guérisons. Et donc, quand vous serez avec l'autre, si vous vous sentez à l'aise, si ça vous paraît fluide, si ça vous paraît égalitaire, si vous sentez qu'il vous écoute, que vous l'écoutez, que la parole est bien partagée et que vous vous sentez bien, eh bien ça sera bien. En revanche, s'il y a un petit truc qui vous gêne, s'il y a une petite réflexion qui vous surprend, soyez vigilante. Mais faites confiance à votre corps, le corps ne ment jamais. Ah oui, vous avez complètement raison. Et vous voyez, mon corps, je l'écoutais pas justement. Quand j'étais dans ce rôle de sauveuse, j'avais beaucoup de problèmes. Alors j'ai eu des crises de spasmophilie, mais alors des trucs. Mais vous savez, Lisa, les enfants qui ont eu un parent aussi toxique, en règle générale, ont beaucoup de problèmes dans le corps. Souvent à cause d'un système immunitaire un tout petit peu défaillant, mais ça peut se soigner et ça peut se rétablir. Je crois que ça c'est important à dire. Ah mais oui, vous parlez bien parce que vous voyez, j'avais souvent à cette époque-là, justement, quand je vivais dans ce stress chronique, alors que ça soit avec ma famille toxique ou ensuite avec mon conjoint, des allergies au point que j'ai failli même en mourir parce que j'ai eu un début d'œdème de Quink.
Et vraiment, et là, ça a commencé je me suis dit, mais c'est pas possible. Mais je vais donner une explication un petit peu comme ça, générale et un peu, mais qui va parler, je pense, à beaucoup de monde. Lorsqu'on est enfant et qu'on a un parent toxique, il faut être toujours sur ses gardes. Ce qui veut dire qu'il y a un stress permanent. Et alors qu'on sait que l'enfant, il a besoin d'être dans un milieu sécurisant. Et le fait d'être toujours en stress permanent, on sait que le stress est le pire ennemi du système immunitaire. Donc on imagine bien qu'un pauvre enfant qui, de sa naissance jusqu'à 18 ans, est en stress permanent, il a un système immunitaire qui est un petit peu défaillant. Mais ça je veux dire, et là je le dis vraiment, si vous écoutez souvent cette émission, vous avez déjà entendu Michel Odoul, on peut améliorer son système immunitaire. Mais il faut d'abord prendre conscience qu'on a un système immunitaire défaillant. C'est pas de notre faute, mais c'est important d'en prendre conscience. Voilà, mais c'est ça, en prendre conscience déjà. Et en fait, je vous dis, moi j'étais tellement... ma mère, je l'adorais, c'était mon Dieu, et donc je me rendais pas compte, sauf que oui, effectivement, mon corps me parlait, et c'est bien plus tard que j'ai compris, donc voilà. Mais bon, maintenant ça va mieux. Excusez-moi de vous interrompre, ce que dit Brigitte, c'est qu'effectivement, vous avez vécu du stress jusqu'à 18 ans, mais si j'ai bien compris, votre mari, vous l'avez rencontré toute jeune. Oui. Donc ça veut dire que le stress a été continu. Voilà, c'est ça. Il n'a pas pris la suite, il s'est ajouté, parce que le stress de votre mère, il était toujours là, il a continué, et il s'est surajouté le stress avec votre mari. Donc ça a fait deux stress qui se sont cumulés, et donc quelque chose de très toxique pour vous. Très toxique, j'étais sans arrêt dans la culpabilité aussi, parce que voilà, j'ai été nourrie que de ça, à vivre comme ça, à vivre dans l'hypervigilance. Et donc aujourd'hui, parce que là vous parlez beaucoup du passé. Aujourd'hui j'ai appris à m'aimer. Et merci Brigitte, parce que merci vous. Non, c'est vous. Non mais Lisa, j'entends et je vous remercie de me remercier, mais il faut vraiment savoir que tout ce que je dis et tout ce que mes invités disent, parce que je crois qu'ils ont aussi leur grande part, c'est entendable ou pas. Et si vous l'entendez, c'est grâce à vous. Mais c'est vous qui faites tout le travail. Et c'est important parce que sinon, si vous continuez à me remercier et à penser que c'est grâce à moi, je deviens une sorte de gourou et vous restez victime. Non, pas du tout. Alors, j'ai plus envie d'être victime. J'ai pas été respectée pendant très longtemps, donc maintenant, stop, c'est fini. C'est pour ça que j'ai des mantras pour me dire que je m'aime. J'ai appris à dire non. Ça a été difficile, mais bon, j'y arrive. Il y a encore des fois des hauts et des bas, mais ça va. J'écoute mes envies. Simplement, ce qu'il y a maintenant, comme je vous disais, voilà, j'ai envie de refaire ma vie, mais je me dis, pourvu que je tombe pas sur un profiteur. Lisa, voyez bien que tant que vous vous direz, pourvu que je ne tombe pas sur, vous trouverez pas le bon. Oui, vous êtes en position de victime quand vous dites ça. Ça veut dire que j'ai des chances encore d'être victime. Donc il faut vous dire, ça y est, maintenant je suis prête, je me respecte, je m'aime, donc on va m'aimer, on va me respecter. Il va arriver, le prince, pas charmant, mais sur aimable. Son cheval blanc. Oui, tout à fait. Vous voyez, Lisa, c'est important. C'est ce qu'on appelle la pensée positive ou l'effet placebo, vous appelez ça comme vous voulez. Mais c'est vraiment important. Et ce qui est important pour l'instant, c'est de remarquer quand vous dites « j'espère que » ou « pourvu que », parce que ça va vous faire tilt, vous allez vous dire « ah, Lisa, tu es encore... » Oui, c'est vrai, mais vous avez complètement raison. Et vous voyez, ces termes que j'emploie, c'est encore des restes de ma vie d'avant, justement. Mais c'est normal d'avoir peur. Voilà. Vous n'êtes pas kamikaze, sauf que maintenant, il faut faire confiance au travail que vous avez fait. Et comme je vous dis, vous avez un baromètre qui est infaillible, c'est votre corps. Donc allez-y, allez n'importe où et écoutez votre corps. Et il saura vous dire oui, il saura vous dire non. Très bien, merci beaucoup. Voilà, merci à vous. Merci à vous. Merci Lisa. Oui, je pense, encore une fois, Hélène Vecchiali, on va tous traverser des épreuves. Simplement, il faut à un moment donné se faire confiance à son corps et à son intuition. Parce que une fois qu'on a dépassé ces épreuves, qu'on en a fait quelque chose, normalement, ça ne revient pas. Ou alors ça veut dire qu'on les a pas réellement dépassés. Voilà. C'est-à-dire que si vraiment le travail a été bien fait, eh bien, elle saura si c'est le bon ou pas le bon. Et si par hasard,
eh ben, il reste quelques petits trucs qui n'ont pas été bien travaillés et qu'elle s'engage dans une relation et que c'est pas tout à fait ce qu'il lui fallait, elle saura aussi là dire ah oui, bon, mais là je me suis trompée, stop. Et partir, voilà. Mais il faut, quand on a fait beaucoup de travail comme elle et comme beaucoup d'autres gens, après il faut se faire confiance. C'est important, sinon en effet on n'avance pas. Merci Lisa, on fait une petite pause, on se retrouve dans un instant toujours avec vous au 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Hélène Vecchiali est avec nous. Vous êtes surtout sauveuse, me semble-t-il, aujourd'hui, puisque je crois que c'est également votre cas, Ulina. Bonjour. Bonjour Brigitte. Bonjour. Oui, effectivement, j'ai ce malheureux problème d'être sauveuse mais dans tous les domaines, en fait, que ce soit en couple, amical, collègue. J'ai tendance à avoir ce problème tout le temps. Donc vous êtes une victime sauveuse? Oui, malheureusement, à mon plus grand regret, mais bon, j'essaie de me soigner, hein, j'essaie. C'est bien, c'est bien. Et comment vous y prenez pour vous soigner? Alors, déjà, bon, pour ce qui est couple, je mets assez rapidement un terme à l'histoire. J'attends pas que ça s'éternise. Le dernier en date, au bout d'un an, je dis stop. Là, je veux plus. Parce que j'avais beau dire à cet homme-là que, effectivement, alors j'ai tendance à choisir des hommes qui ont eu le même problème que moi jeune, c'est-à-dire un parent toxique, ou deux d'ailleurs. Oui. Tout dépend. Et donc, moi qui n'avais pas réussi à obtenir de ma mère, autre chose que des reproches, un parent qui ment, des corrections un peu musclées, voilà. Donc, les hommes que je choisis ont quasiment le même problème. Mais du coup, ces hommes-là me font la même chose que ma mère, en fait. Ben oui. Exactement la même. Donc, du coup, comme quoi, bon, j'ai depuis toute petite, en fait, à l'âge de 13 ans, j'ai demandé à être interne. J'ai quitté la région. Après, quand j'ai eu l'occasion de pouvoir quitter la région, j'ai quitté la région pour m'éloigner le plus possible de ma mère. Ce qui l'a pas empêché de quand même continuer à être toxique, puisque quand je suis devenue maman, j'étais une mauvaise mère, j'étais ci, j'étais là, bon bref. Mais finalement, il a fallu malheureusement qu'elle ait plusieurs passages à l'hôpital pour un AVC, quadruple pontage ou des trucs comme ça, où elle a suivi des cours. Déjà, elle a été suivie par un psychologue, elle a fait de la sophrologie. Vous avez quel âge, Lina? J'ai 45 ans, bientôt. Il serait peut-être temps de couper avec votre mère, non? Alors du coup, finalement, je vous dirais que non, parce que tout ça là, tous ces passages chez le psychologue, la sophrologie, j'ai vraiment une mère maintenant. J'ai été surprise il y a pas si longtemps que ça, il y a à peine 1 ou 2 ans. C'était toujours, qu'est-ce que tu fais là, toi? Toi t'es là, c'était toi. Enfin, et j'ai été agréablement surprise il n'y a pas si longtemps que ça. Elle me voit chez ma sœur et elle me fait « Ah, voilà ma fille, la grande ». C'était surprenant, elle m'appelait sa fille. Est-ce qu'elle vous a demandé, elle me disait a demandé pardon? Non, j'avoue, il n'y a pas eu de pardon, mais on n'a plus de querelle. Il n'y a plus d'habitude, un repas, on se chamaillait pour un oui, pour un non. Ulina, c'est pour ça que je vous demandais votre âge. Hein. Vous avez 45 ans. Oui. Et vous réagissez encore comme une petite fille qui attend que sa mère la reconnaisse comme étant sa fille. Sur le plan concret, oui, c'est votre mère, vous êtes sa fille. Ça, je pense qu'il n'y a pas de problème. Personne ne nie cette évidence. Mais vous n'aurez jamais une relation mère-fille apaisante, sécurisante, aimable. Et c'est cette tant qu'elle n'aura pas reconnu tout ce qui s'est passé. Ou là, à ce moment-là, ça veut dire qu'elle a vraiment eu conscience du mal qu'elle vous a fait. Et là, vous pouvez passer à autre chose. Et dans ce que vous nous dites, moi, je ne vois pas pourquoi elle vous demanderait pardon. Donc, c'est important parce que si vous refusez ce principe de réalité, vous ne pourrez pas faire le deuil de ce que vous n'avez pas eu en tant que fille. Vous comprenez? Oui. Et là, vous essayez de rattraper parce qu'elle est diminuée visiblement avec l'AVC, etc. Ah non, pas du tout.
Non, pas du tout. Non, mais vous défendez pas comme ça, parce que je vais penser que ce que je dis est juste. Non, c'est normal que vous soyez attendri d'entendre pour une fois dans la bouche de votre mère quelque chose de positif et de tellement positif où tout d'un coup elle vous redonne votre place en disant tiens ma fille. Donc c'est légitime de votre part d'avoir été attendri et bousculé. Après effectivement votre difficulté c'est que parce que tout d'un coup elle dit ma fille, ça peut pas effacer toutes les douleurs et les horreurs et les humiliations qu'elle vous a fait subir. Et donc là, il y a quelque chose, c'est pour ça que je disais, est-ce qu'elle vous a demandé pardon? Parce que la seule façon pour laquelle il sera acceptable de revivre, enfin de tenter une nouvelle vie et une nouvelle relation avec elle, c'est si elle reconnaît tout ce qui s'est passé, tous les dégâts que vous avez dû subir. Et à ce moment-là, vous pourrez vous dire tiens, elle a compris et c'est bon. Ben voilà, maintenant je suis grande, on va avoir des relations d'adulte à adulte et c'est bon. Et moi, je me permets parce qu'on a peu le temps d'échanger, Ulina, et j'ai vraiment envie de vous aider. Vous appelez parce que vous choisissez toujours des hommes qui sont toxiques, et tout de suite vous vous mettez à parler de votre mère et encore de votre mère. Donc on voit bien que le problème principal de votre vie actuelle, il est toujours pas réglé, c'est-à-dire votre mère, et tant que ce problème-là sera pas réglé, on ne pourra pas avancer sur votre vie amoureuse, vous comprenez? Donc c'est vraiment important que vous entendiez qu'il faut faire le deuil de la mère que vous auriez aimé avoir et que vous n'aurez jamais. Oui, après, j'avoue que j'en suis... après, j'aime beaucoup ma liberté et j'avoue que depuis toujours, j'ai toujours dit que j'étais plus heureuse seule que à deux. Et j'avoue que je profite pleinement de ma vie de célibataire parce que je pense que ma liberté a aussi une grosse importance pour moi. Vous avez malheureusement dû comprendre, enfant, que la fusion qu'on peut avoir avec une maman, elle ne vous avait pas été offerte. Et donc vous en avez fait le deuil et vous avez donc compris que votre liberté et que le fait d'être seul, finalement, c'était une grande force. C'est bien, bravo, parce que c'était une manière de vous sauver, mais il ne faut pas être dupe non plus des comportements qu'on épouse pour se sortir d'une souffrance. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que ce que dit Brigitte est tout à fait juste, comme d'habitude. C'est vraiment bien où vous en êtes arrivé, et bravo, parce que ça n'a pas dû être évident. Sauf que c'est un système de défense, que votre liberté et de surtout pas être en fusion avec un homme et de pas trouver un homme adapté, c'est un système de défense contre votre mère. C'est pas vraiment choisi, c'est une belle solution, vraiment, une magnifique solution, mais c'est un système de défense. Je m'en doute aussi, oui. J'ai songé, effectivement, vous faites que me confirmer ce que je pensais. Mais pour l'instant, ça marche bien, surtout ne changez rien, vous voyez. Simplement, une belle solution. Avancer sur cette mère qui restera ce qu'elle a été et n'essayez pas d'en obtenir autre chose. Au contraire, devenez votre propre mère, si je puis dire, et que vous ayez une relation, comment dirais-je, plus apaisée avec elle, parce qu'elle est malade, parce que c'est quand même votre mère, etc. Ça, c'est tout à votre honneur et on ne peut que vous féliciter. Mais n'allez pas y chercher quelque chose que vous ne trouverez pas. C'est juste ça que je crois qui est important que vous compreniez. Oui, mais du coup, c'est vrai que je me consacre à mon rôle de propre mère avec ma fille et où on a effectivement, au début où je me suis séparée de son père, on avait été voir un thérapeute qui m'avait dit attention, vous êtes trop fusionnel avec votre fille, par contre, faut temporiser un peu les choses. Et effectivement, j'ai temporisé un peu les choses, mais on est quand même très très proches l'une de l'autre. On va discuter de tout. Dès qu'elle me voit, elle est contente de venir sur moi, me faire un câlin. Formidable, vous avez réussi ça. Mais attendez, vous pouvez être la meilleure amie de votre fille. Si vous êtes deux adultes qui sont devenus deux bonnes amies, il n'y a aucun problème. On n'a rien à dire à ça. Voyez. Et certainement, vous avez réussi à être une bonne mère. Par opposition justement à la vôtre. Tout à fait. J'espère en tout cas. Donc vous avez réussi pas mal de choses. Ah oui, bravo, oui.
continuez. Vous êtes sur la bonne voie, Ulina. J'ai appris à m'aimer aussi parce que j'en avais besoin. J'avais tellement été diminuée par tout le monde Bien que sûr. j'ai appris à accepter qui je suis, comme je suis. Et si je ne plais pas, je m'en fiche royalement en fait. Au contraire, j'aime cette défiance qu'on me dise « Ah, mais t'as vu comment t'es trop franche, t'es trop ci, t'es trop là ?» je ne changerai pas pour autant. Et vous avez raison, c'est comme sur Sud Radio, on parle vrai. Merci beaucoup, Ulina. Merci beaucoup. On se retrouve avec le Love Conseil, comment se réconcilier avec le plaisir. On va tester aussi un jouet et puis vous pouvez réagir à votre tour sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Hélène Vecchiali, on va parler de plaisir et ce Love Conseil, c'est surtout pour vous aider à retrouver le plaisir et le désir sexuel. Parce que c'est souvent parce qu'on a oublié de se faire plaisir, parce qu'on fait moins l'amour et à un moment donné, on n'a plus envie. Donc il est important de se réconcilier avec le plaisir ou d'aider son partenaire si c'est lui ou elle qui a moins de désir. Et il faut comprendre que le plaisir, je parle bien du plaisir et du désir sexuel, ça se manifeste par l'émotion de la joie. On connaît cette expression, la joie de vivre, on la connaît. Et si votre partenaire n'a plus cette joie de vivre, cette joie de vous retrouver, c'est pas étonnant qu'il soit un peu en panne de désir. Et donc c'est vraiment important de comprendre que lorsqu'il n'y a peut-être plus trop de sexualité dans le couple, eh bien c'est sans doute parce que les besoins physiques et psychiques sont mal respectés. Donc je vous invite à faire une petite introspection dans votre couple. Qu'est-ce qui a été bafoué et vous vous en occupez. Alors ça peut être des besoins uniquement individuels, par exemple pas assez de sommeil, pas assez de confiance, de sécurité. Ça peut être trop de souffrance ou de douleur qui n'est pas forcément due au partenaire. D'ailleurs, on peut être en deuil, etc. Bref, il suffit de retrouver ce bon équilibre entre les devoirs et les plaisirs de la vie, le principe de réalité et le principe de plaisir, comme dirait une psychanalyste. Oui, effectivement. Et puis se parler. Bien sûr. Se parler, parce que quand il y a du silence autour de tout ça, eh bien chacun va inventer les raisons de l'autre, souvent à son détriment, et à partir de là, on lui en veut pour des choses qu'on n'a pas vérifiées. Et c'est un cercle vicieux qui s'installe et l'éloignement se poursuit. Et puis, on le sait, moins on a de désir, moins on en a. Donc, il faut peut-être assez rapidement tirer la sonnette d'alarme. Moi, je dis toujours que dans un couple, on peut, de manière transitoire, ne pas faire l'amour pendant 2 mois. Ça arrive. En revanche, si c'est répétitif, là, il faut vraiment se poser la question et pourquoi pas aller consulter si vous avez du mal à communiquer ensemble. Nathalie, bonjour. Oui, bonjour Brigitte. Bonjour Nathalie. Je viens vous rencontrer pour un jeu que j'ai expérimenté. Oui, c'est un jeu qui s'appelle le jeu Secret Levels de la marque Secret Play, que l'on trouve sur rudesplaisirs.com. Alors, moi, j'ai pas trop eu le temps de jouer parce que je viens de le recevoir, mais j'ai vu qu'il y avait des jetons, des cartes. Alors, expliquez-nous un petit peu de quoi il s'agit. Oui, c'est ça. En fait, c'est un jeu qui propose des expériences en couple de pratiques sexuelles, vous l'aurez deviné. Donc, j'ai une très jolie boîte qu'on peut mettre dans le sac parce qu'elle n'est pas très grande, avec 3 niveaux. Donc, 3 niveaux de jeu: séduction, passion, fétichisme. Ah d'accord, donc on a tout. Oui, ça ratisse large, si je puis dire. Voilà, c'est ça. Donc le packaging déjà il est bien. C'est conçu pour 2 partenaires de préférence sexuelle, sans préférence sexuelle et ni genre. Et puis alors je vois un truc intéressant, c'est que ça peut permettre d'améliorer notre anglais ou notre italien, parce que c'est écrit en français, tu as la chance, c'est à toi de choisir. Lucky you, choose whatever you want. Puis alors on peut parler aussi en espagnol, ça je vais pas m'y risquer. Et puis je sais pas qu'est-ce que c'est que cette langue. Je crois que c'est portugais après. Portugais, d'accord. Ouais, il y a 4 langues. Non, c'est rigolo, On peut ouais, c'est bien. Oui. Et alors donc il y a des jetons, oui.
Voilà. Il y a des jetons. En fait, on joue en alignant des jetons, soit de manière verticale, soit de manière horizontale. Suivant le niveau, vous avez des jetons différents. Par exemple, au premier niveau, vous avez des jetons qui représentent une oreille, un œil, une bouche et des mains ouvertes. Ça, c'est le premier niveau. Et puis, il y a une couleur. Donc, il y a 4 couleurs. Et donc, on va aligner soit à l'horizontale des couleurs différentes, soit à la verticale des sigles différents. Quand on arrive, en fait, on joue chacun son tour, on tire des jetons. Il y a 32 jetons. On ne montre pas ces jetons à notre partenaire, on tire chacun son tour. Et ensuite, on étale les jetons sur la table et celui qui réussit à faire une ligne ou une colonne gagne le droit de tirer une carte d'expérience. Et donc, on fait ce qui est marqué sur la carte, c'est ça ? Eh ben, on fait ou on fait pas. Ça, c'est après ça encore un autre sujet. Oui, bien sûr. Mais enfin bon, ça permet. En fait, moi, je trouve que ce genre de jeu, en plus, ça coûte 36,90 €. Il y a vraiment de quoi passer toute l'année avec des jeux différents. C'est pas mal pour des couples qui ont envie un peu de sortir de la routine, quoi, non ? Exactement, ouais, c'est tout à fait ça. Donc, en fonction de la carte que vous avez tirée, en fait, il y a 5 lots de cartes. Vous avez un lot de cartes pour chaque sigle. Hein. Pour le premier niveau, c'est donc l'œil, l'oreille, les mains ou la bouche. Et il y a une 5e tasse, c'est en fait tous les sens utilisés. Donc, c'est une combinaison des 5 sens. Et on va découvrir ce qui est proposé. Alors, moi, je comprends. Vous avez envie que je vous lise une des propositions? Si vous voulez, oui, allez-y, Nathalie. Alors, je tire une carte du sigle de l'oreille. Ferme les yeux, ton partenaire doit te dire très sensuellement ses plus lascives supplications et ses désirs les plus profonds. D'accord. D'accord. Bon, en tout cas, il y a vraiment de quoi s'amuser. C'est assez rigolo, c'est simple. Ça peut pas faire peur à des couples. Enfin, je veux dire, il y a peut-être un petit peu le côté plus SM, mais enfin, ça reste quand même très soft, hein, il me semble. Alors, le premier niveau est assez soft, c'est vrai. Le deuxième niveau, c'est plutôt le niveau passion. Là, les sigles sont différents. Il y a un sextoy, il y a une main qui touche le cœur, une bouche ouverte, un couple enlacé. Et là, on va avoir des expériences qui sont de nouvelles propositions, qui seront quand même un petit peu plus, on va dire, osées. Hein, par exemple, je vous donne un exemple. Je tire le sigle de la bouche ouverte. Ton ou ta partenaire doit alterner boire une boisson fraîche ou chaude pendant le sexe oral. D'accord, oui. Ça, c'est toujours sympathique. Hein. Voilà. Une fellation au thé chaud, c'est pas mal. Hein. Je ne sais pas, j'ai jamais goûté. Mais essayez, vous verrez. En général, les hommes aiment bien. Hein. Bon, en tout cas, oui, c'est pas mal. Et puis merci, parce que franchement, vous nous en avez fait l'article parfaitement bien, Nathalie. Voilà, alors après, il y a quand même le 3e niveau. Le 3e niveau, c'est encore BDSM. plus... Oui. Alors, les sigles, c'est fouet, masque pour les yeux, les mains attachées, une chaussure à talons. Bah oui, bon, c'est du fétichisme, un petit peu de SM soft, oui. Bon, quelle note vous lui donnez alors finalement à ce jeu, Nathalie? Alors, la note, a priori, quand j'ai commencé à jouer, j'ai pas aimé vraiment les propositions. Donc j'aurais mis a priori un 6. Mais après, j'ai usé de ma créativité et j'ai rajouté des choses. Donc après, je suis montée jusqu'à 9. 9 sur 10, alors, plus 6 sur 10, si on fait une moyenne, ça fait un petit 7,5. C'est pas mal. Bravo pour le calcul mental. Merci. Merci Nathalie, en tout cas. Ce jeu Secret Levels, vous pouvez le retrouver sur l'enseigne rudesplaisirs.com si vous avez envie de mettre un peu de fantaisie dans votre sexualité. Frédéric est avec nous. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Hélène. Bonjour oui, Frédéric. Brigitte, je vous écoute depuis plus de 10 ans, je suis infidèle et je vous apprécie beaucoup. Merci. Voilà, donc moi j'avais tous les ingrédients pour être un sauveteur, entre guillemets, ingrédients dans la mesure où j'ai grandi avec dans les cris et l'alcool, avec des parents, avec un père alcoolique.
Donc je pense que j'avais tous les ingrédients et je pense avoir réussi à bifurquer entre guillemets en faisant un métier d'éducateur spécialisé. Donc j'ai fait une formation. Et cette formation m'a aidé, m'a guidé par rapport à mon métier, mais m'a aussi évité de partir dans la mauvaise direction, entre guillemets, du sauveteur. C'est-à-dire dans la formation, on nous apprend à prendre la bonne distance, ni trop près, ni trop loin, à côté, ni devant pour tirer, ni derrière pour pousser. Et tout ça, tous ces outils que j'ai appris pendant les 3 années de formation, plus l'entretien d'entrée à l'école, parce qu'on vous cuisine, entre guillemets, pour savoir si vous êtes au clair avec comment on se positionne. Ça m'a permis de trouver ma place, de trouver ma posture. Alors bien sûr, c'est pas parfait, hein. Il y a eu des rectifications. Puis dans ce métier-là, on a l'avantage d'avoir des régulations, des supervisions, des retours sur analyse des pratiques avec un psy, et tout ça, c'est précieux, quoi, voilà. Oui, donc en fait, vous vous êtes sauvé vous-même grâce à un travail sur le tas, quoi. C'est-à-dire pendant vos missions, vous êtes passé d'un éventuel sauveur ou d'un éventuel délinquant à aidant. Oui, un peu, on peut dire ça. Et puis surtout la formation, surtout au départ, quoi. Je veux dire, il y a la formation de 3 ans qui est quand même assez costaud. Ça vous a évité une thérapie, hein. Oui, voilà. Alors je l'ai fait, non, et quand même, bravo. J'ai quand même vu un psy aussi, parce que je pense que c'est bien aussi de faire le ménage, hein, et de pas être, de se reparamétrer aussi par rapport à un psy. Mais c'était pas du luxe, hein, parce qu'au départ, si vous voulez, ça serait trop long à vous raconter, mais j'ai beaucoup d'ingrédients qui m'auraient pu m'amener à aider quelqu'un aveuglément sans me remettre en question. En étant une béquille, un tuteur. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans votre vie amoureuse, vous n'êtes pas tombé dans le syndrome du sauveur, c'est ça? Je suis m'en dégagé à temps, entre guillemets. Oui, parce que là aussi, ça est bien parti. On ramenait du travail à la maison, entre guillemets. Faire des heures supplémentaires. C'est le problème. Oui, c'est le problème des soignants, des gens qui sont. Mais je pense que je ne suis pas le seul. C'est-à-dire qu'on est capable de faire des heures supplémentaires si on ne se surveille pas. Et donc, oui, j'ai rectifié le tir, mais bon, après, ça n'a pas été facile non plus, hein, au niveau affectif. Enfin, mon travail m'a beaucoup porté, m'a beaucoup pris de temps. Je dis m'a été parce que là, j'ai pris du recul, j'approche j'ai 59 ans. Et donc, j'ai fait ça pendant 30 ans dans des IME, auprès de personnes SDF, etc. Et voilà, j'ai été porté par cette équipe. Mais moi, ce que j'aime, vous voyez, ce que j'aime dans votre témoignage, parce que je suis entourée de psy, hein, je me doute. Par mon travail, et je peux vous assurer qu'ils ont pratiquement tous des blessures et des fardeaux. Ils ne sont pas devenus psy par hasard. Mais ce que je trouve extraordinaire dans votre témoignage, et vraiment je le souligne, c'est que vous êtes lucide. Et à partir du moment où on est lucide, après on continue à avancer, on continue à cheminer. On sait qu'on n'est pas parfait, on sait d'où on vient, et qu'importe. Lucide et courageux. Lucide et courageux. Et vraiment, la remise en question sur soi et l'humilité, j'ai envie de dire aussi, de ne pas être dans la toute-puissance. Ça aussi, ça s'apprend un petit peu. Avec de la bouteille, on l'apprend. Mais voilà, c'est ça aussi, d'accepter, de se dire on a tort, on s'est planté, et puis passer le relais à des collègues. Ça, c'est un travail où on peut passer le relais. C'est formidable parce que autant des instituts, ils sont la tête dans le guidon toute l'année, mais entre collègues, si ça match, on peut se passer le relais. S'entraider. Enfin, moi, j'ai vécu des moments super. Voilà. Oui. Mais ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, il faut accepter que de toute façon, on ne peut pas sauver tout le monde, que de toute façon, il y a des gens qui n'entendront rien, et puis à ce moment-là, on devient humble. Mais en même temps, c'est normal qu'au début, on soit un petit peu dans le besoin. Alors, on pourrait dire, pour être positif, dans l'illusion de pouvoir sauver tout le monde, ou dans la toute-puissance. Chacun mettra le mot qu'il a envie de mettre. Oui, c'est ça. Mais on tombe vite. On tombe vite au dos, entre guillemets. Parce que s'il n'y a pas de déclic, si la personne en face n'a pas le déclic, on aura beau faire tout ce qu'on veut. Et il faut gérer la frustration. Exactement, bravo. Qu'on a donné tout, mais malheureusement, ou alors ça se fera, puis on sera peut-être pas là pour le voir plus tard. Peut-être qu'on a semé des graines, on ne sait pas ce que ça va devenir, quoi.
Il faut avoir cette humilité-là. Bravo. En tout cas, merci de ce témoignage, Frédéric. Bravo à vous, Brigitte. Et puis je trouve aussi que vous aussi, entre parenthèses, par rapport au début où je vous ai écouté, j'entends votre façon d'accueillir les gens sur votre antenne. On sent que vous avez cheminé aussi. Ah bah grâce à vous, hein, merci. Oui, puis vous aussi, je sens qu'il y a eu, par rapport au tout début, parce que moi je suis vraiment depuis 12 ans, hein, c'est ça, je pense que vous êtes... Ça fait 23 ans, hein, Frédéric. Vous voyez, vous m'avez loupé pendant 10 ans. Vous voyez, qu'est-ce que je devais être mauvaise au début. Il y a un mauvais point là pour pas vous. Mauvaise. Non, c'est pas une mais je plaisante. C'est pas la même intonation, la même approche. Vous avez plus de recul aussi. On sent qu'il y a de l'expérience. Je suis sage. Mais non, mais de toute façon, comme je dis tout le temps, et je crois qu'Hélène, vous êtes d'accord, soit on chemine, soit on se ferme, et à ce moment-là, on devient de plus en plus mauvais. Oui, je crois que c'est soit on pédale, soit on tombe, mais on peut pas rester au même endroit, quoi. C'est pas possible. Oui, la vie nous pousse, soit on va de l'avant, soit on va de l'arrière, mais on peut pas rester immobile. Ouais, tout à fait. Ben merci Frédéric d'avoir pris la parole sur Sud Radio. Merci beaucoup. Mais merci à vous pour votre émission. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci. On va conclure avec Fatima, qui je crois justement n'est pas tout à fait d'accord avec nous. C'est intéressant. On va voir ce qu'elle a à nous dire et on est ravis justement de lui donner la parole. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie ? 0826 300 300. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. En compagnie de Hélène Vecchiali, dont on attend le livre sur les sauveurs, justement. Alors évidemment, on a surtout eu des témoignages de sauveurs victimes et pas de persécuteurs, mais ça, je l'avais annoncé dès le départ. Voilà. Et puis, on va conclure avec vous, Fatima. Vous êtes éducatrice, vous avez évidemment beaucoup travaillé sur ce sujet et vous avez envie de réagir. Alors, on vous écoute. Allez-y, Fatima. Bonjour Brigitte, bonjour Hélène. Bonjour Fatima. Les éclairantes. Merci beaucoup pour cette émission et ce sujet, parce que je suis très attentive aux synchronicités. Et en ce moment, je suis justement sur un grand travail, une grande réflexion concernant une de mes relations qui devient un petit peu dans la boucle là. Et moi qui n'écoute pratiquement jamais la radio, je tombe sur vous aujourd'hui. Bon. Voilà. Et sur le sujet, effectivement, qui me questionne quand même de façon régulière, hein, depuis plus de 55 ans peut-être. Mais en tout cas, quelque chose qui revient régulièrement et dans ma vie perso et dans ma vie professionnelle, puisque j'ai monté un lieu d'accueil pour adolescents très en difficulté, porteurs de troubles psychiques, de troubles comportementaux, etc., etc., et avec des parcours traumatiques et qui viennent faire écho aussi avec mon propre parcours. Donc en effet, ça tourne la boucle. Oui. Voilà, donc un coup on est sauveur, que ce soit en privé, que ce soit en pro, en tout cas pour moi, je ne parle que pour moi là, donc du coup je dis je et non pas on. À tour de rôle, je me suis retrouvée effectivement à être dans quelque chose du sauveur aidant quelque part, puisque je propose mon aide, on accepte ou on n'accepte pas, mais ça c'est au présent. Par contre, pendant très très longtemps, je ne proposais aucunement l'aide. J'avais une intuition, je n'étais attirée que par des gens à problème et je n'attirais que des gens à gros problèmes et qu'il fallait sauver et je rentrais dans quelque chose de forceur un peu. Voilà. Mais ça vous a peut-être nourri, enfin, me semble. Voilà. Alors par contre, je ne me nourris pas de ça et je ne m'en suis pas nourrie. Et c'est là où je pose aussi un petit peu mon désaccord. C'est que j'ai toujours la capacité à repérer le moment où ça doit s'arrêter. Par contre, je vais jusqu'au bout de ce que je dois tenter pour essayer d'accompagner et d'aider la personne. Oui, mais vous parlez d'avant ou de maintenant? Parce que justement, vous faites très bien la différence entre avant, vous étiez sauveuse et maintenant vous êtes aidante. Et avant, vous imposiez et maintenant vous proposez, ce qui est bien la différence entre les deux. Donc, quand vous dites que ça vous a pas nourri, vous parlez d'avant ou de maintenant? Je parle aussi d'avant, c'est-à-dire que ce rôle de sauveuse ne me nourrissait absolument pas dans quelque chose
de vouloir être aimée ou quoi que ce soit. Je n'en avais strictement rien à faire, en tout cas consciemment. Maintenant, inconsciemment, voilà, tant qu'on n'a pas travaillé sur les choses. C'est ce qu'on dit, hein. On dit que justement, ce qui est terrible, une des tragédies du sauveur, c'est que justement, ça ne le nourrit pas. C'est-à-dire que inconsciemment, il cherche de l'amour, et ce qu'il obtient, c'est de la reconnaissance, c'est de l'admiration, mais c'est du Canada Dry, de l'amour. Et justement, c'est ça qui fait sa souffrance, c'est que ça ne le nourrit pas. Oui, j'entends bien. Mais et là, j'ai envie de vous dire que bizarrement, je n'en ai jamais souffert. Alors, pourquoi vous êtes passée de sauveuse à aidante? Parce que si vous n'en avez jamais souffert, vous auriez pu rester toute votre vie sauveuse. Parce que, au fur et à mesure du travail que j'ai pu mener, des formations que j'ai pu suivre, etc., j'ai fait effectivement le distinguo. Et que, en effet, le respect et l'éthique de ce que je mets en place dans tout mon travail m'ont amené effectivement à me questionner à ce que ressent l'autre. Et donc, ce dont l'autre a besoin. Et j'ai beau avoir un regard peut-être de discernement, mais il n'empêche que je pouvais tout à fait me tromper. Donc, le travail que j'ai mené, c'était pour considérer l'autre dans ses propres besoins et dans ce qu'il peut en exprimer, plutôt que moi d'en faire un transfert quelque part. Oui, mais ce qui serait intéressant à comprendre, Fatima, c'est que aujourd'hui, on a l'impression que la question ne se pose pas. Mais est-ce que, au départ, quand vous avez commencé, on sent bien que c'était votre propre parcours qui vous a amené là, comme Frédéric qui vient de témoigner. Est-ce qu'au départ, quand vous rentriez chez vous, vous pouviez fermer la porte et laisser de côté toute la souffrance que vous aviez croisée, ou est-ce que ça continuait à vous travailler, etc. Parce que on peut penser quand même, pour beaucoup de gens qui font ce genre de travail, c'est pas par hasard, on l'a suffisamment dit, je crois que vous êtes d'accord avec nous, au départ on porte un peu tout ça et puis tout doucement on arrive justement à mettre une neutralité bienveillante entre la souffrance de l'autre et nous-mêmes. Tout à fait. Et alors ce qui est... Donc est-ce qu'au départ vous arriviez déjà à mettre cette distance ou pas? Alors j'étais dans l'obligation de mettre de la distance parce qu'en fait j'étais mariée à un agriculteur. Oui. Et donc, finalement, dans la maison, c'était pas mon métier qui avait la place. Mon métier n'avait absolument pas de place. C'était effectivement. Donc, il vous a aidé à fermer la porte. Alors, il m'a obligée. Il ne m'a pas aidé. C'est-à-dire qu'il m'a obligée. Et donc, il y avait quand même quelque chose d'inassouvi à se raconter dans son métier. Donc effectivement, je suis passée d'un poste avec des horaires simples et normaux et classiques, à effectivement faire des formations, à diriger des services où justement petit à petit c'est venu envahir ma vie, ma sphère privée, et je suis partie carrément faire à l'étranger, prendre la direction en tout cas d'un dispositif 365 jours par an et pratiquement 24 heures sur 24, et aujourd'hui j'ai créé carrément quelque chose qui m'appartient. On pourrait presque dire finalement que chez vous c'est une vocation. Oui, ça c'est vrai que ça a été la grosse surprise à l'âge de 15 ans, oui, que de découvrir ce métier-là. Je ne connaissais pas du tout. Et du coup, c'est votre mission de vie, une vocation, et au fond la question ne se pose même plus pour vous. Eh bien justement, je me pose encore la question quand même, parce que là, par exemple, je suis en lien avec un homme qui est victime de tout et qui n'arrive même pas à faire ses papiers, qui n'arrive même pas et qui dans votre travail, pas dans votre vie privée. Si, c'est dans ma vie privée, et en plus, il a fait partie. Et en plus, il a fait partie de ma vie professionnelle puisque je l'ai embauché à un moment donné pour l'aider. Ah, c'est terrible, on s'en sort pas, hein. On essaye de s'en sortir et puis ça nous retombe dessus. Oui. Bon, mais moi, vous êtes lucide, Fatima, c'est ça qui compte. Hein. Mais oui. Hein, oui. La lucidité est une chose, mais ça serait bien aussi d'avoir un petit grattoir là pour. Je crois qu'on vous a gratté un petit peu là où ça fait mal, hein, Fatima. C'est pour ça que vous avez appelé. Et ça vous fait pas un petit peu souffrir là, cette relation avec cet homme?
Alors, on n'a pas de relation intime puisqu'on est séparés quand même depuis plus d'1 an. Mais il n'empêche que ça me fait bondir, ça me fait pas souffrir. Je suis plus dans des émotions de colère, de dépit. Il me raconte plein de bêtises, de mensonges, voilà, et je le sais, je peux pas en même temps. Ça semblerait donc être en colère contre lui, ce qui est plutôt bon signe pour vous. On est désolé, je suis obligée de vous couper, Fatima, parce qu'on est en fin d'émission, et donc je n'ai plus le temps que de remercier beaucoup Hélène Vécali. Merci comme toujours Brigitte, de votre pour cette invitation. Éclairage formidable. Et merci Fatima. Demain, c'est Didier Pleu qui sera avec nous. Comment garder le bon sens en amour et d'éviter les demandes irrationnelles ou d'attendre des choses absolument impossibles. Et tout de suite, vous retrouvez Alexandre Dolovan pour son émission À votre écoute.